Bonjour Georges, Bonjour Pedro. comment vas-tu aujourd'hui? Ah ben ça va très bien. À part que Zeus n'était pas très content aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, On a les foudres, l'éclair. Enfin, chaque fois qu'on vient ici, on a les foudres, l'éclair. tout à fait, je suis surpris. Comment ça se fait qu'on se retrouve téléporté à Athènes? On n'a pas été téléporté et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de matinale ce 10 novembre, qu'il y en aura une demain qu'on enregistre, en fait, un peu en avance cette fois-ci. Eh bien, parce que nous sommes revenus à Athènes pour revoir Zoé Constantopoulou, comme on l'avait fait la dernière fois. Cette fois-ci, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on va finir le reportage qu'on a fait sur elle. Cette fois-ci, on fera une interview plus long sur ses combats et sur son programme politique et comment est-ce qu'elle voit la Grèce à l'avenir et comment est-ce qu'elle voit l'Europe à l'avenir. Et ça nous ramène au deuxième point, parce que ce soir, on participe à un événement assez important, puisque Zoé Constantopoulou a décidé de lancer une nouvelle coopération des Européens qui ne veulent plus de cette Europe-là. Des Européens qui en ont marre de l'Union européenne, d'Ursula von der Leyen, de ceux qui l'ont précédé, c'est-à-dire de ceux qui ont décidé qu'il y avait une souveraineté européenne, comme Emmanuel Macron. Oui, il en a parlé là-bas, à la PNIX. C'est là qu'il nous a expliqué que la France, tout ça, c'est pas bien. Puis tous les pays, c'est pas bien, sauf l'Allemagne. Et qu'il faut absolument avoir une souveraineté européenne, c'est-à-dire un État européen indépendant. Mais à chaque fois, ça se fait contre les peuples. Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que notre premier sujet, c'est l'auteur de cette forfaiture, celui qui a... On va y arriver. Pour qu'on sujet quand même, il faut juste préciser. On va ce soir participer et demain Oui. à des événements où Zoé Constantopoulou, à son initiative, relance un peu ce qui avait été fait à l'époque par la France insoumise, qui s'appelait le plan B en Europe, mais ça ne poursuit plus la France insoumise. De toute façon, ça porte le même nom, mais c'est complètement autre chose. C'est comme le Parti socialiste, il n'est plus vraiment socialiste. Mais ça fait longtemps qu'il n'est plus. Et bon, en tout cas, c'est une réunion des représentants d'Européens, de citoyens européens, de partis politiques, de syndicats, d'associations, d'intellectuels, qui ne veulent plus des diktats de l'Union européenne et de l'oligarchie financière qui va derrière, qui l'accompagne, et souhaitent un retour de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale. Et bingo, les Grecs sont d'accord avec les Français qui veulent le retour de la souveraineté de leur pays et la souveraineté de leur peuple. Ça tombe bien, la démocratie, c'est né là, par là, derrière nous, là, sur cette grosse colline, sur l'acropole, et derrière, ça débattait sur la PNIX. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo qu'on a fait la dernière fois qui explique notre logo. Il y a un petit rapport avec la démocratie. Et voilà. Et les Polonais aussi, ils ont quand même envie que... Alors eux, ils ont des gouvernants qui respectent plus la voix de leur peuple. Mais les Allemands aussi, les Italiens, les Espagnols et les Français, tous ces peuples-là ont régulièrement voté par référendum contre les diktats de Les Irlandais, les Hollandais. Bref, tout le monde sera là, réuni, pour relancer des réseaux d'entraide, de soutien. Alors, ça sera des réseaux de discussion, ça permettra d'écrire des tribunes, tout ça est très bien. Mais ce sera surtout l'occasion, alors on va voir comment, on fera un reportage aussi là-dessus, on vous en rendra compte en tout cas, sur la manière dont on s'entraide pour se donner à voir et que, en fait, c'est peut-être nous les plus européens que ceux qui sont à Bruxelles et qu'on n'oublie pas que l'un des fondements de ce qu'est peut-être l'Occident, en tout cas l'Europe, c'est la liberté et la démocratie. Et non pas cette démocratie dévoyée qui n'en est plus une et qui produit tous ces diktats de l'Union européenne. Et donc, tu disais, ça nous amène au premier sujet. Exactement, qui est le péché originel pour les Français. Le responsable de cette forfaiture, Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui, on l'apprend, donc on l'a appris il y a une heure maintenant, est libéré de prison. En vrai, on attendait un petit peu pour faire ce décalage pour avoir le résultat, qui n'a pas été de surprise. On supposait effectivement qu'il sortirait, donc maintenant on peut l'appeler officiellement Nicolas Papillon Sarkozy, sorti du bagne de la santé après moult souffrances et tortures psychologiques, où il se faisait livrer ses repas, mais que ce n'était pas Carla qui lui portait. Donc effectivement, un homme qui a meurtri, souffert dans sa chair,
comment les Français peuvent J'ai de la réagir peine un peu pour à cette histoire? j'ai de la peine pour les 2 policiers qui perdent leur frère. C'est 2 policiers qui sont Effectivement. protégés, donc bon, peut-être ils vont être affectés à autre chose. Peut-être que pour eux, en vrai, ça sera plus intéressant que d'être en zonzon. Ça va être un petit peu bizarre comme expérience pour un policier. Mais bon, voilà, Nicolas Sarkozy est relâché, ce n'est pas une surprise. De manière générale, toute cette affaire est un peu, ridicule. En fait, il faudrait que la justice, rende la justice jusqu'au bout, que l'appel soit entièrement respecté et que si la condamnation, eh bien, soit exécutée, réellement exécutée, pleinement et entièrement. Là, c'est ni fait, ni à faire. Dans les 2 sens, ça fait que les anti-Sarkozy sont pas contents, les pro-Sarkozy sont pas contents et on apparaît comme une nation un peu ridicule puisqu'on met en prison un président, c'est quand même un événement politique majeur et puis il ressort quelques semaines après. Quelques semaines, Je pense que d'Ankara moins de 15 jours. de Moscou à Pékin en passant par Rome, personne n'y comprend rien et les Français n'y comprennent pas grand-chose. Donc ça continue, ces zizanies générales politiques en France qui continuent. Et tout veut dire que Sarkozy, c'est celui qui, avec François Hollande, parce qu'il y a quand même François Hollande, celui qui trône comme ça à l'Assemblée nationale, tout content de lui là d'avoir sauvé à nouveau Macron et leur créature à eux deux. Eh bien, c'est François Hollande en accord avec Nicolas Sarkozy qui s'était réuni en congrès, c'est-à-dire rassemblant les élus de l'ensemble du Parlement français, Sénat et Assemblée nationale à Versailles, parce que c'est à Versailles qui se réunit, c'est la seule endroit où une salle assez grande, ça fait un petit symbole voilà, d'oligarchie. Eh bien, on a qui ont décidé de s'asseoir sur le référendum de 2005 où les Français rejetaient le traité constitutionnel européen, le TCE, très largement, à 55%. Eh bien, ils ont imposé le traité de Lisbonne, qui, comme le disait feu notre président Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, eh bien, était la copie conforme à la virgule quasi, à quelques virgules près, du traité constitutionnel européen. Donc, les peuples en ont ras-le-bol de se faire empopaouleter et bien que leur voix ne soit pas respectée. D'où cette initiative, je pense, lucide et intéressante de Zoé Konstantopoulou et tous ceux qui la rejoignent aujourd'hui à Athènes. Pourquoi Athènes, encore une fois? Pourquoi là, en novembre? Eh bien, c'est parce que le plan B initial devait être lancé le 14 novembre 2015, il y a 10 ans. Ça ne s'est pas fait puisque le 13 novembre, il y a eu les attentats du Bataclan. On en parlera dans 2 jours. Et ici à Athènes, eh bien, encore une fois, parce que berceau de la démocratie et que symboliquement, ça faisait sens. Alors pour revenir sur la question de Sarkozy, c'est quoi le message envoyé aux Français? Parce que quand tu emprisonnes un président, c'est quand même un symbole très fort. Tu relâches une semaine après, ça veut dire que tout était Soyons attention, parce qu'à la fin de l'émission, tu seras un jour. Peut-être 3 semaines, 2 semaines, puis là, c'est 1 semaine déjà. non, parce que pour moi, regarde, on va être sérieux. Oui. Il se fait livrer les repas, il a 2 agents de sécurité, c'est limite, il y a des retraites monastiques qui sont dans des conditions quand même beaucoup plus spartiates, si on peut dire Oui, ça comme ça. oui, il est quand même président de la France. La vérité. Oui, Je pense il détient toujours un certain nombre de secrets et c'est pas un prisonnier lambda. Je sais qu'on a l'égalité devant la loi. Je suis pas un grand fan de Sarkozy, je vais encore d'exprimer, mais il est président, c'est pas un citoyen neutre. mmh, Donc moi, je pense qu'il faudrait revenir à une institution qui a supprimé, la haute cour de oui, les crimes de haute trahison et qu'il y ait comme Darmanin l'a dit, des prisons spécialisées et il faudrait que les crimes politiques, la corruption politique soient plus condamnés parce que de toute façon, cette histoire n'est ni faite ni à faire, hein. On sait qu'il y a de l'argent qui a été reçu, mais on ne sait pas combien, ni où. On sait qu'il était destiné. Les juges pensent qu'il était destiné à la campagne présidentielle, mais rien ne le prouve vraiment. Donc il est condamné pour rien, en fait, et ni pour corruption, ni pour... surtout pas pour corruption. Il est condamné pour association de malfaiteurs, de gens qui seraient allés chercher l'argent qui a réellement été envoyé par Kadhafi pour quelque chose. Et par miracle, dans ce chaos judiciaire, monsieur Eric Woerth, le Yago absolu, lui, bon, il est passé entre les bouts. Il était juste trésorier de campagne. Donc lui, il n'avait pas vu, il n'est pas au courant. Mais Puis ils ont vu qu'il avait loupé 6 000 euros. mais une réunion avec Kadhafi,
Takedine et Djouri et Sarkozy, c'est quand même une association de malfaiteurs. On peut pas dire autre chose. C'est un fait objectif. Surtout, ça pouvait que mal finir. Ah. Mais le fait est qu'il devrait y avoir des dispositions spéciales pour des gens qui ont un statut particulier dans la République et des prisons spéciales. Il y a, par exemple, à l'île de Ré, il y a une prison. Il n'y a pas trop de détenus. C'est pour des détenus de très très longues, qui ont des très longues peines. Elle pourrait être transformée pour les grands ou les politiques français d'importance qui auraient commis de graves crimes de corruption ou de trahison. Alors, prenons les paris. Dans combien de jours va sortir le livre écrit par d'autres de Nicolas Papillon-Sarkozy, qui va expliquer à quel point son calvaire carcéral et la violence qu'il a subie lui a fait réfléchir sur le destin de la France? Pour la rentrée littéraire, c'est long. Ah, moi, je pense que tu vas loin. Moi, je pense que dans un mois, c'est dans toutes les librairies. Peut-être. Ah, et Les paris sont pris, on verra bien. ce qui est sûr, c'est que moi, en tant que citoyen, ce qui me choque profondément, c'est soit il est coupable et il doit faire un temps de prison raisonnable, soit il n'est pas coupable et qu'il ne doit pas être en prison. Mais ce côté, on fait une pseudo-peine juste pour dire qu'on l'a fait, ça ressemble un peu aux parents qui n'ont pas d'autorité et qui disent à leur enfant: attention, tu vas être privé de dessert, qui laissent l'enfant 5 minutes sans dessert et qui après ramène le dessert quand même. Je sais pas, je ne vois pas le principe d'une peine de prison. Si on regarde les fondements de la justice, pour comment la justice, depuis la nuit des temps, a été conçue, c'était de dissuader le criminel de recommencer. C'était de faire une peine qui lui permette de réfléchir à ce qu'il avait fait et de le dissuader de recommencer. En quoi, là, c'est dissuasif? De toute façon, il ne peut pas recommencer. On a également ce problème, Béraud, d'exécution provisoire qui pose problème. On l'a eu avec Marine Le Pen, elle a fait appel. Ça contribue de ce que tu dis. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, qui vous voulez, le système judiciaire repose sur la masse fois instance, le jugement, l'appel et éventuellement la cassation. C'est long parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de magistrats. Sûrement qu'il y a trop d'affaires absolument inutiles alors que les affaires importantes de ce type-là ne sont pas traitées assez vite, c'est clair. Mais ce cadre-là devrait être respecté, y compris pour Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, ce qui fait que, alors qu'ils font appel, ils sont quand même condamnés. Elle ne peut pas se présenter, lui finit en prison, mais pas vraiment, puisqu'il en ressort, on ne comprend rien. Donc en fait, effectivement, la procédure judiciaire, content, pas content, Sarkozy, pas pro-Sarkozy, aurait dû aller jusqu'à son terme. Il fait appel, donc ça sursoit à la décision finale. Et à la fin, il est condamné ou pas condamné, puis il fait vraiment une peine, jusqu'au bout. Et pas à moitié, là. Oui, parce que sinon, si le but de la justice, c'est d'être dissuasif, d'empêcher la récidive, si l'aspect dissuasif de la peine n'existe plus, puisque retourner chez soi avec un bracelet, il a déjà fait depuis 1 an, donc je pense pas que ça le gêne particulièrement, puisqu'il allait au procès, il vient avec un bracelet au pied. Il reçoit, il fait ses petites sauteries, ses garden parties, je crois à la Villa Montmorency, si je me trompe pas, ou Ça fait qu'au sommet de l'État, on repose ce que les Français voient régulièrement, c'est des petits criminels ou des plus gros criminels qui évitent la prison ou qui ont... Voilà, encore une fois, on a parlé dans l'œil de Puspa de Matisse, qui est décédé, de Jad Loctin, qui a failli mourir lorsqu'on prenait les 2 derniers refus d'obtempérer d'importance. Bon, à chaque fois, c'est des criminels, on se demande pourquoi ils ne sont pas en prison. Et après moult crimes sans être mis en prison, des fois, ça finit avec un bracelet. Les gens ne comprennent pas. C'est pas des punitions. Si vous êtes un criminel, que ce soit de la grande à col blanc, de la haute finance, ou un criminel parce que vous êtes dealer ou trafiqué, bon, vous êtes enfermé dans votre bel appartement ou dans votre villa. C'est agaçant un peu, mais bon, il y a pire comme destin et c'est probablement une véritable sanction. Donc, c'est le vrai souci. Tu en parles, mais ça me rappelle une anecdote que j'ai partagée ici. Donc, une amie qui s'appelle Sabine, que je salue, dont les parents avaient été fauchés par un
chauffard sous stupéfiant, qui prend la peine maximale 4 ans. Les 2 parents étaient morts. Quand je lui ai dit, au bout de 4 ans, donc cette personne est sortie, et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que tu en penses?» Elle a fait: «Mais ils pouvaient pas lui donner plus, parce que délinquance routière, Ah, mais et donc à un moment, tu viens de perdre tes 2 parents, fauchés par quelqu'un qui était sous stupéfiant, comment tu peux réagir?» Il y a aucun effet dissuasif, du moins je me mets à la place aussi du délinquant, il doit se dire: «J'ai pas pris cher au final». Un peu comme on voit avec certains cas de viol où on va dire un jeune de 20 ans qui viole une jeune fille, et parce qu'il va être primo-délinquant, va prendre 5, 6 ans s'il est hein, si la jeune femme, porte plaint, plainte, si la exactement, s'il est condamné déjà et donc au final à 25 ans ou à 26 ans, même parfois avant, pour bonne conduite, il ressort. C'est elle fait pas 25 ans, disons. Non mais non, je dis à 25 ans, c'est-à-dire qu'il est pris à 20 ans, à 25 ans, il ressort, il peut recommencer. Ah bon, hein? Non mais justement, C'est largement oui. donc en quoi c'est dissuasif? C'est du Ça permet de rebondir sur quelque chose qu'on a toujours défendu, qu'on défend toujours. C'est-à-dire, ça nous permet de saluer Damien Durez et les Amis de la raison du peuple. Oui, parce qu'on vous a pas dit, mais il y a on est là, mais il y a beaucoup de soutien à cette initiative de Zoé Constantopoulou, heu, de France. Donc il y a Damien Durez, Jérôme Boucan, la raison du peuple que vous connaissez, il y a de François Pope que vous connaissez, il y a le philosophe Henri Peña-Ruiz, il y a des agriculteurs, entre autres, notre ami Philippe, Grégoire. Ah, j'en oublie, plein. Mais de toute façon, on fera une séquence Oui, spéciale il y a plein de là-dessus. séquences spéciales. En tout cas, voilà. Eh bien donc, pourquoi oui, Damien Durez, c'est parce que, à République souveraine, il en a écrit, il a écrit des tribunes à ce sujet, dans Marianne, entre autres. Il défendait et on défend l'idée qu'il faudrait une réforme majeure de la justice où, entre autres, eh bien, les peines contre les personnes soient plus punies que les, crimes contre les biens et que, eh bien, la prison, les peines lourdes, aillent d'abord vers ceux qui, agressent, des gens, les attaquent, les tabassent, les violent, les tuent, que sais-je encore, heu et que les amendes, eh bien, ça ne soit d'abord, destiné, aux crimes, sur les biens. Parce que pour le moment, c'est à égalité et ça pose problème, en tout cas, dans ces cas-là. Ce n'est pas le cas de Sarkozy, justement. Quoique, si on regarde les conséquences de tout ce fatras, Qui est quand même la la guerre. guerre en Libye, avec des centaines de milliers de morts de la Libye sur tout le long du Sahel, on avait 10 ans d'engagement de la France, Serval, Barkhane, pour qu'on doive repartir, pour que les Russes reprennent le contrôle de la Libye, ils nous envoient plein de migrants, avec Erdogan qui contrôle lui Tripoli. On installe des islamistes à Tripoli et que le djihadisme se propage partout dans le Sahel. Franchement, moi, à chaque fois, je le répète, hein, mais c'est ça qui devrait être jugé avant, parce que c'est là. Immunité du chef de l'État. Mais bien sûr, mais c'est le crime principal, en vrai. On est bien d'accord. Parce que des gens meurent. Bon, OK, une corruption, c'est terrible, mais quand on regarde les effets de où est-ce que tout ça a conduit, eh bien, c'est un tout petit peu moins grave. Allez, on va pas parler de Sarkozy toute la journée quand même, surtout en Grèce, là. Tout à fait. Mais je pense que c'était important de parler de cette forfaiture, et on va enchaîner sur une deuxième forfaiture. Alors tu l'as évoqué un peu dans l'œil de Kousma, mais j'aimerais qu'on revienne sur cette séquence quand même d'Emmanuel Macron qui, à la suite... Celui dont Sarkozy avait dit, lui, il a encore mieux réussi que moi. Ah oui. On va voir s'il va réussir aussi, mais plus à la fin. C'était des petits problèmes avec Alstom, tout ça, avec Attel. Ce qui est sûr, c'est que comme ça, ni vu ni connu, au Mexique, oui, bon, le Mercosur, je vais être quand même bien regardant, hein, mais à la Macron, je vais être très attentif, mais c'est passé. Comme l'avait dit Lula, de toute façon, c'était pas lui qui décidait, c'était déjà acté. Il n'avait pas son mot à dire. Il a fait croire... Waouh, mais tu vas bien vite, Pedro. De quoi? Oui, va bien vite. D'abord, il est envoyé en tournée en Amérique latine, Oui. parce qu'en France, ça va pas très bien, hein, donc il se balade à l'international. Oui, d'ailleurs, il a fait des bains de foule avec des femmes âgées Auquel, oui, bon. au Brésil. Non, mais, Il a le droit. non, mais ça fait Il y a des goûts beaucoup et des parler couleurs, il y a des goûts et des couleurs, chacun fait ce qu'il est. Alors là, il y a des goûts et des couleurs. Je pense qu'il est... Donc, il est avec des dames plus âgées, c'est pas grave. Mais c'était au Mexique parce qu'il fait une tournée un peu d'Amérique latine.
avant de se rendre À la COP. à la COP 32, 30. 30, 30. Oui, c'est COP 30. au Brésil, COP 30, À Belém. Belém, hein, pour ceux qui parlent pas En fait, Belém qui veut dire Bethléem. Hein. La ville de Bethléem. très Mais au formé Brésil. quand même. C'est la Ouais. version portugaise de. C'est pour ça qu'il a dit ça depuis le Mexique. Euh, et tu es allé un peu vite en besogne parce que j'ai trouvé. Mm. Parce que Macron a dit que finalement, le Mercosur va passer. Mm. Ah, quand même, ça nous ramène en arrière. Il y a 3 ans, la révolte des agriculteurs. Vous vous souvenez, c'est là où on commençait à retourner les noms des villages et des bourgades, des hameaux, pour marquer la colère généralisée. Je vais dire du peuple de France, en tout cas, des agriculteurs et de leurs familles et de leurs proches. Et puis, des manifestations importantes, où ce sont les tracteurs qui montaient à Paris, ce salon de l'agriculture où ça s'est très, très mal passé pour Emmanuel Macron, qui était enfermé dans le hall 4, protégé par des CRS à toutes les entrées, avec les agriculteurs qui poussaient, qui disaient non, il y a une crise, il faut s'occuper du monde agricole qui meurt. Euh, on va pas prendre des poulets ukrainiens, on ne veut pas envoyer 3 milliards en Ukraine. Il faut souvent envoyer 3 milliards pour aider les agriculteurs qui, je rappelle, ont toujours plus de 260 000 euros de dettes en moyenne, tous. Hein. La moyenne d'âge, c'est 50 ans, 2 se suicident par jour et 80% en travaillant 70 heures par semaine gagnent moins que le SMIC. Bon, le tableau n'est pas extraordinaire. Eh ben, il les a tous en papaouté. C'est vrai. Oui. D'abord, il a amené Zelensky pour signer un accord militaire avec l'Ukraine, pour sauver l'Ukraine. Bon, on a vu le succès colossal de cette affaire. Ça a permis de détourner l'attention, parce qu'il sait faire ça très bien, détourner l'attention des problèmes nationaux ou à l'international. D'ailleurs, tu sais qu'on a découvert pendant ce voyage quand même que Emmanuel Macron savait étonnamment bien jouer du djembé. Alors, est-ce que c'était en playback ou est-ce qu'il a vraiment joué? Ce qui est sûr, c'est qu'il avait l'air très content de ce bain de poule. Je pense que ça doit lui faire bizarre parce qu'à l'étranger, effectivement, les gens ne se rendent pas compte de son niveau de popularité. Donc, et les gens voient un chef d'État étranger. Et on ne sait pas comment ces trucs se passent, qui organise derrière. Non, mais Voilà. moi, je pense que les peuples sont assez simples. Les gens ne s'intéressent pas dans ces pays-là à la politique interne française. Ils voient juste un chef d'État qui vient, un chef d'État à côté de toi, étranger, c'est prestigieux, tu es content, tu te prends en photo. Et après, tu découvres qu'il n'y a que 11% des gens en France qui l'aiment. Mais ça, c'est après. Mais je reviens au truc, c'est que là, il y a la colère agricole massive et il en pop out la FNSEA. Alors, c'est très facile avec la direction de la FNSEA, les chefs de la FNSEA, je ne parle pas de tous les gens, tous les syndicalistes honnêtes de la FNSEA qui défendent le monde agricole et qui croient que leur chef de leur syndicat, quand ils vont à l'Élysée, s'occupent d'eux. Non, je parle du patron d'Avril, qui est en même temps il est chef du syndicat, en Qui est même temps, gagnant aussi, patron des d'une accords. multinationale qui se trouve dans tous les pays où sont signés des accords de libre-échange. Bon, en tout cas, les empapaoutés, à la FNSEA, il a dit allez, vous inquiétez pas, calmez les troupes là, calmez le monde agricole. On va négocier des choses bien pour vous dans le Mercosur. Et puis on voit des coups de 3 ans après, ça n'a rien du tout. Et une chose, regardez dans le deck là-bas. Je sais pas si vous voyez, parce que ici chez nous c'est magnifique. Ouais. Je sais pas si vous voyez au fond là, c'est tout doré là. Attends, je vais C'est essayer. vraiment doré. En fait, c'est une journée très pluvieuse, mais il y a un rayon de soleil là qui tombe sur le port du Pirée. La mer est d'huile. C'est la mer de Midas. C'est doré, c'est magnifique. Ça pourrait être la mer de Midas. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux vous faire. Mais j'avais une info à te donner sur cette question justement voilà, là vous voyez ce vous pouvez admirer ce magnifique coucher du soleil sur la mer Égée. Mais et pour en revenir sur la question, je vais te soumettre un point de vue qui pourrait être même un peu considéré comme complotiste. Je vais m'expliquer. En France, on a à l'heure actuelle une vraie épidémie, du moins cette épidémie est réelle,
d'un truc qui donne des nodules sous la peau au cheptel, pour lequel, par principe de précaution, on fait des abattages massifs, en sachant qu'aujourd'hui, les agriculteurs n'ont plus la capacité d'acheter, on peut plus acheter sur place du bétail. Soyons clairs, ce que dit Pedro est extrêmement grave. Ça ne concerne pas la plupart des Français qui sont urbains et pas agriculteurs. Si vous avez un élevage et que votre troupeau est abattu, c'est fini. Voilà. Vous ne pouvez pas Vous pouvez plus reconstituer. vous reconstituer. Bon, sauf si vous êtes Voilà. vous avez 400 hectares et que vous êtes très, très, très gros et que vous avez en même temps des céréales et d'autres trucs. Mais si vous êtes un agriculteur normal qui a ses 50, 100, 200 vaches, ouais, c'est fini. Et donc, avec un principe de précaution qui date de la vache folle, Creutzfeldt-Jacob, etc., tremblement du mouton, tout ça. Et donc, par principe de précaution, on abat toutes ces bêtes qui sont théoriquement soignables, dont l'effet de cette maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve d'effet sur la santé humaine. Donc, théoriquement, cette viande reste comestible, n'aurait pas besoin de traitement particulier, puisqu'en plus, on mange pas la peau. En même temps, il y a eu la panique de Creutzfeldt-Jacob. À l'époque, on disait aussi qu'il n'y a pas de conséquences. Puis on découvre On est bien d'accord. grave. C'est pour ça. Mais on peut traiter une partie des bêtes. Et donc, juste au moment où on signe l'accord du Mercosur, en sachant que dans le Mercosur, il y a des géants bovins qui peuvent largement compenser cette perte de marché par les Européens, et en particulier par les Français. Et donc, moi, j'en suis à me demander si cette main lourde qu'on peut trouver des autorités sanitaires sur le cheptel français, en particulier bovin, n'aurait pas un lien, parce que comme ça, puisqu'aujourd'hui on dit, ben non, mais ça va inonder le marché, si on a une pénurie dans le marché, Ouais, je pense que c'est pire parce que ça implique un complot. Mais je pense que c'est pire. On a d'un ben, côté c'est pas forcément un complot, des c'est une institutions opportunité. sanitaires qui font leur boulot un peu mécaniquement, des pouvoirs publics qui ne rejoignent pas les bouts, et l'autre côté, ben, en tout cas, la conséquence, et tu as parfaitement raison, avec le Mercosur, hein, c'est que Il y aura plus de possibilité pour ces agriculteurs-là de se refaire. ils ne peuvent pas rivaliser, point. C'est le problème est Parce que pour nos pour eux total. spectateurs, il faut savoir une Il chose. faut rappeler un truc. Ouais, vas-y. Rappeler un truc que toi t'as dit, parce que Pedro, vous avez une des vidéos qui est sur, pour retrouver sur Fréquence Populaire, elle est très intéressante, qu'on a fait en juillet dernier au sommet des BRICS, enfin au sommet social des BRICS, un peu avant le sommet des BRICS, à Rio de Janeiro, et Pedro a interviewé Leader du mouvement des Sans-Terre, João Pedro Stedil. le João Perosted, le leader des paysans sans terre, qui doit être sûrement une des la plus grande organisation syndicale agricole du monde. Et il a rappelé une chose qui est importante. C'est ce que nous dit toujours Philippe Grégoire, d'ailleurs, hein, qu'on salue, qui lui aussi participe à ce qui se passe ici aujourd'hui à Athènes. Donc, qui nous a toujours expliqué que les accords de libre-échange, c'est pas une bonne chose pour les petits agriculteurs du Brésil ou de Nouvelle-Zélande ou d'où vous voulez. C'est une bonne chose pour l'agro-business en France, en Allemagne et au Brésil. Parce que c'est pas le petit producteur qui a 30 boches au Brésil qui va vendre en France. Hein. C'est les très très gros producteurs. Et ces traités de libre-échange appauvrissent aussi les agriculteurs là-bas. C'est très intéressant de le noter. Tout à fait. On est sur le business pour le business et rien que le business, si on peut dire ça comme ça. Mais justement, c'est vrai que cette problématique de ces abattages aussi, moi, ce qui me choque, c'est soit on est dans une logique de vouloir préserver notre agriculture, soit on est dans une logique à dire de toute façon l'agriculture en France, c'est fini. Et donc, dans ces cas-là, on valide un phénomène qui est une réalité aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'agriculteurs, à cause de la misère, à cause du fait qu'ils ne sont pas capables de faire même un RSA par mois, finissent par se rendre compte que mettre des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, ça leur rapporte plus, Pour quelques rares. pour ceux qui ont la chance, mais Pour arrêter. voilà, c'est plus rentable, parce que se réveiller, personne n'a envie de se réveiller tous les matins à 5 heures, tous les jours, pour un salaire dont certains
n'accepteraient même pas si on leur proposait comme un emploi. Nous rappelle Philippe Grégoire, 83% des agriculteurs gagnent moins du SMIC, moins de 1 000 euros, 1 200 euros par mois. 83%, c'est la grande majorité. Euh, et le dernier rapport décennal, le dernier recensement décennal du monde agricole montre qu'il y a moins 12% de fermes, d'exploitants, et par contre que la taille des parcelles augmente. Donc ça veut dire qu'il y a une concentration des terres et de la richesse dans quelques gros producteurs, en particulier céréaliers, qui eux, leur problème est l'exportation. Donc, Et en plus, ils sont inscrits dans cette logique de marche de libre-échange mondial, et eux s'en fichent qu'on... Mais ce que tu as dit, juste Pedro, ils tuent l'agriculture ici, et je suis même pas sûr qu'ils le font pas exprès. Et ils le font parce que ils sont faibles et qu'ils sont couchés, en tout cas Macron, devant l'Allemagne, et que Macron, pourquoi il fait ça? Parce que Macron, il veut finir président du Conseil européen après 2027. C'est les Allemands qui tiennent la boutique à l'Union européenne, et que les Allemands veulent survivre un petit peu, parce qu'ils sont en train de crever leur industrie automobile. Ils ont plus le gaz russe. Les Chinois sont en train de tout balayer en termes d'industrie automobile. Vite, encore quelques années de survie pour vendre des choses au Brésil qui embêtent les producteurs brésiliens. Ouais. Industriels qui disent, non, nous, ça nous embête de production à nous. Et ce que mais c'est important que tu le dis parce que c'est un angle mort des médias français. Un des grands, et si ce n'est le plus grand bénéficiaire des accords du Mercosur, c'est l'Allemagne, avec son industrie automobile qui va permettre d'essayer de gagner encore un peu vis-à-vis des Chinois qui sont en train d'investir massivement en Amérique latine, mais aussi les producteurs d'intrants, les groupes pétrochimiques allemands, parce que, alors ça, on l'a dénoncé, Philippe Grégoire l'a dénoncé. Peut-être ça. Exactement. Du Mercosur est génial. Il faut savoir que nous, Européens, on interdit d'utiliser donc les intrants, donc des pesticides, pour faire très simple. Certains produits chimiques. Voilà, exactement, dans nos productions. Sauf que on les produit, et nous sommes les leaders mondiaux. Les produits pas les Allemands. Oui, non, mais nous, Européens. Les Allemands. Les Allemands produisent, alors en plus avec des entreprises qui ont toujours été du bon côté de l'histoire. On pense à Bayer, qui a inventé, je crois, le gaz moutarde, puis le Zyklon B, du moins. Ouais, c'est des gens qui aiment bien la vie, comme on peut dire. Ils ont une certaine expérience dans l'empoisonnement collectif. Ouais. Et puis là, ils délocalisent, par exemple, BASF, ils délocalisent massivement aux États-Unis. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs trucs interdits chez nous. Voilà, ils prennent. Ils vendent d'où? On fabrique des trucs interdits qu'on revend au Mercosur. On fait rien, nous, arrête. Moi, je suis pas actionnaire de BASF, je suis allemand. Mais je Vous avez des actions BASF? Non. Je nous considère comme responsables. Propriétaires allemands de BASF qui sont en train de délocaliser leur production aux États-Unis, vendent soit de l'Allemagne, soit des États-Unis. Non, mais les produits qui sont interdits pour nos agriculteurs à nous en France. Tout à fait. Ils les envoient au Mercosur, qui nous renvoie la nourriture polluée par les normes que nous avons interdites. C'est pas bon, hein? Oui, c'est un peu comme si on interdisait les armes ici, mais qu'on enverrait nos armes ailleurs et que les armes revenaient par trafic ici. Ce qui nous permet de revenir sur la loi du plomb. Ce mouvement quand même phénoménal. 2 millions de signataires pour cette tribune. Un des mouettes qui nous accompagne. Elles sont contentes, il fait beau, parce qu'il y a plus toute la journée. Donc la loi du plomb, qui a été un peu retoquée à cause, grâce, chacun suivant son camp, à cette mobilisation populaire qui disait non, on ne peut pas accepter un certain nombre d'intrants chimiques en France. Et là, on voit que ceux qui défendent l'opposition à la loi du plomb ne vont pas assez loin. C'est bien de dire non, défendons une agriculture propre, biologique, protégeons ce qu'on a mangé, interdisons les intrants chimiques. Mais alors qui tout à coup, en particulier vers les écolos, puisque ce sont les plus inconséquents qu'on ait en politique en France, par contre l'Union européenne n'en touche pas. Alors que c'est cette Union européenne qui permet justement tous ces carabistouilles. C'est-à-dire que oui, les agriculteurs français ne pourront pas utiliser certains produits chimiques, mais ça n'empêche pas, grâce au traité de libre-échange défendu par cette Union européenne que eux adorent, comme le Parti socialiste, qu'ils ont créé, d'amener dans nos supermarchés
des trucs pollués qui peuvent venir d'Allemagne, qui peuvent venir de Pologne, de Roumanie ou du Brésil, ça n'a aucune importance. Ce serait un peu, pour faire une analogie, c'est à l'époque où on interdit les mines antipersonnelles, on interdisait tous les pays de les utiliser, nous en premier, mais on continuait à les produire et à les vendre aux autres pays. Il y a une sorte d'hypocrisie, c'est pour ça qu'il faut dénoncer. Et bien sûr, l'industrie chimique et pétrochimique allemande est la bénéficiaire. Donc il ne faut pas oublier, on a tendance à prendre les pays du Mercosur comme les premiers bénéficiaires. Mais ces pays-là ont des filiales de ces sociétés allemandes sur place et aussi de sociétés filiales du groupe Avril, etc. Ils vont pouvoir faire des transactions et des micmacs et des transferts de capitaux, de production, etc. Et cette fois-ci, sans aucune taxe. Donc, tout le monde on va dire, va être content dans cette histoire, sauf et les petits paysans du Mercosur et les petits paysans français. Mais non, on est sauvés. On est sauvés. Pourquoi? Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, qui fait des choses extrêmement importantes, ils ont réussi, certains à gauche, à passer un amendement super. Un amendement qui oblige, qui va obliger, alors il y a encore beaucoup de barrières, hein, mais qui obligerait tous les produits qui seraient en supermarché à mettre le code ABCDE, là. Ah oui, Comment ça s'appelle ce code? Nutri-Score. Nutri-Score. On a gagné Nutri-Score. Donc- Sauf que quand il va y avoir devoir marquer Nutri-Score sur des produits qui vont venir, par exemple, je sais pas moi, de pays Non, mais attends, avec les Nutri-Score, c'est juste sur le taux de gras. Donc, si t'es genre, Monsieur de sel, oui, mais c'est pas grave. Même ça, il attends, faut un Nutri-Score non, important. mais il y aura jamais, hein. Je te parle même de ce Nutri-Score un peu ridicule, là, trop de sel, trop de gras, trop de machin. Ok, très bien. Au cas où les chips au bacon, Si c'était pas évident que c'est moins bien que les radis, pas. Mais voilà. Eh ben, même ça, les traités de libre-échange, le Mercosur ou le CETA qui était signé avec le Canada il y a quelques années, sous François Hollande, eh bien, même ça, les tribunaux d'arbitrage qui sont remplis de gens des multinationales et sur lesquels on a les représentations nationales, donc nos parlements, nos États, nos dirigeants, même s'ils le voulaient, n'ont pas leur mot à dire. Ils pourront dire non, entrave à la libre concurrence, entrave à la libre concurrence, entrave au libre marché, entrave au commerce. Et donc, comme vous entravez, mais non, avec le Nutri-Score, vous ne voulez pas entraver le commerce, vous entravez le commerce, nous le supprimons. Donc, on a d'un côté des gens qui pensent défendre les Français en faisant des petites choses cosmétiques comme oh, on a passé l'amendement Nutri-Score. Ah, ils me font penser à l'Union européenne qui est contente parce qu'on a battu les GAFAM, parce qu'on a imposé l'USB-C. Oh, oh, on va abandonner. en couple nous aura abandonné, mais c'est pas grave. C'est vraiment de l'ordre de la farce grotesque politique. Les Français s'en rendent compte, mais résultat des courses, la réalité, c'est que Tu oublies cette innovation géniale, toute personne qui a essayé de boire certaines bouteilles avec le bouchon qui tombe dans le nez comme ça, où tu trouves pas. Alors le pire, c'est avec les bouteilles de lait, où en fait, t'as la moitié qui va couler sur non, le c'est pas le pire, ça. Le pire, c'est des enfants. Ils prennent Ils n'arrivent pas à refermer. ils l'arrachent et donc il y a 1 millilitre de lait qui s'en va. Oui, sinon ils referment mal, et donc, ce qui fait que ça coule partout. Les pique-niques. Des vies excitantes, carrément. Ouais. Non, mais ce qui est sûr, c'est que, alors, on parle de traité de libre-échange, et justement, il y a eu donc le CELAC, donc La réunion CELAC européenne. menée par une dame que tu aimes beaucoup. Ah bah on adore ici. Madame Kaja Kallas. Exactement. Je failli l'appeler Kaja von der Leyen. Tu n'auras pas été loin puisque c'est une créature d'Ursula von der Leyen. Donc, Madame Kaja Kallas, ancienne première ministre d'Estonie, la ministre maintenant des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui est une va-t-en-guerre belliciste contre la Russie, qui a signé tête du glaire. C'est très bien quand on est ministre des Affaires étrangères. Ils auraient dû la mettre ministre de la Défense. Je ne sais pas pourquoi, pas bon. Elle aurait eu plus sa place. Donc là, elle était en déplacement pour représenter, entre autres, elle n'était pas la seule, mais l'Union européenne à ce sommet CELAC-UE. Ça veut dire quoi, CELAC? C'est la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. La CELAC, donc c'est un regroupement local d'États, dont une partie vont entrer dans les accords de libre-échange croisés entre les accords nord-américains, les accords et les accords
Du Mercosur aussi. au moment du Mercosur par la une fois de suite. Donc oui, c'est des traités de libre-échange se croisent. Et donc, elle était là et maintenant, elle nous a un peu surpris quand même. Ah bon? Non, parce que moi, je me demande, tu vois, je comprends qu'Emmanuel Macron serait motivé par une baisse des tarifs douaniers vers la Colombie. Et parce que je sais qu'il est très fan de certaines productions colombiennes. Ah, tu es d'accord avec Trump? Les Colombiens, c'est des salopards qui Non, j'ai jamais dit ça. Ah bah, ouais, Il y a du très bon café en Colombie. De quoi tu parlais? c'est toi qui parlais. Non, c'est Donc, on a Madame Kaja Kallas. Bah, là, j'avoue, Ursula de la paix derrière, tu pas vu? non, j'ai pas vu. Elle a critiqué Donald Trump. Elle a dit qu'attaquer des bateaux, heu, soi-disant transportant de la drogue, donc elle parle des 14 navires de pêche ou peut-être de trafiquants de drogue, on n'en sait rien, qui ont été détruits par des missiles américains, 14, hein, déjà, dans les Caraïbes. Oui, il y a un toucher Appartenant collier géant dans la mer des Caraïbes. Ouais. Et oui, enfin, c'est pas sous les porte-avions, c'est quand même le petit le chaud des ou dans les mers des Caraïbes, donc des bateaux vénézuéliens. Eh bien, elle a dit: «Ça respecte pas le droit international». Elle a pas tort, bravo. Je pense qu'on va lui taper sur les doigts. Mais alors, quand elle dit Ah qu'il non, faut les zones raisonner. fuites, faut regarder ça parce que ça va être drôle. Parce que là, elle a quand même dit aux États-Unis depuis donc l'Amérique centrale, elle leur a dit que, Donald Trump, tu respectes pas le droit international. Je pense que Donald Trump, elle «Who the is Kaja Kallas, man?» Oui, mais alors, par contre, arrêter des bateaux soi-disant venant de Russie en eau internationale, là, ça marche. Non, ça marche pas non plus en termes de droit international. Ça marche pas en raison des règles, bien sûr, de libre-échange qu'ils ont eux-mêmes créées. Donc, on est dans le délire, total. Oui, mais quand même, hein, on la critique tout le temps Kaja Kallas. Elle a quand même rappelé un fait, c'est-à-dire que les Américains ne sont pas censés détruire à 1 500 kilomètres de leur côte, des bateaux où on ne sait rien s'il y a de vrai Mais s'ils sont des pêcheurs qui comprennent pas très bien pourquoi ils prennent un missile américain qui coûte, 10 000 000 dans embarcation qui doit en coûter 200 000 $. Ben bon, on mène la guerre comme on mène. 200 000 $. Non, mais il y a des trucs, c'est des barcasses en bois. Alors, il y en avait qui allaient vite là. Oui, non, mais il y a quelques go fast. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, tu vois, c'est imaginez en France, pour aller régler le problème du trafic dans les cités, on envoie contre les guetteurs des tanks. C'est un peu ce niveau-là. Et donc, le mec qui fait le guet dans une cité, allez, on shoot au tank. Mais le problème, c'est que attends, je vérifie un truc parce qu'en même temps, il faut qu'on vérifie quand même sur la France. Mais hein, le truc, c'est que, ces bateaux, ils sont pas là pour ça. Et donc c'est intéressant puisque, tous ces bateaux, ils sont pas là, réunis avec les Marines américains juste pour aller détruire des marcasses, éventuellement, Ils font pas du toucher-coller comme dans le film avec Rihanna, là? oui. Non, par contre, le chef d'état ma le général en chef des Marines américains récemment, pour les 250 ans, or aujourd'hui là, pas le 10 novembre, c'est le 250e anniversaire de la création des Marines, du corps des Marines, c'est pas rien. Eh bien, a dit que, il a fait un discours aux Marines et il leur a dit: «Bientôt, vous aurez, de véritables combats». Alors à moins que la guerre reprenne en Iran, ce qui est toujours possible avec, Benjamin Netanyahou. Bon, on voit bien que la cible, c'est ce qu'on a analysé ici, le resserrement américain, sur l'Amérique latine, doctrine Monroe, et donc avec le Venezuela, plus loin la Colombie, en ligne de mire, avec une potentielle opération militaire, soit de déstabilisation par la CIA, comme les États-Unis en ont le secret, soit un véritable débarquement. Ce qui pose problème parce que on n'en parle pas trop dans nos médias, mais la Russie a déployé une partie de sa flotte là-bas, dans les Caraïbes, et les Chinois ont dit aux États-Unis qu'ils n'accepteraient pas une intervention militaire contre le Venezuela. Rappelons que tout le monde quand même est intéressé par le Venezuela, non pas parce que ce serait une dictature, une démocratie, ou que Maduro serait le plus sympa ou le pire des dirigeants du Venezuela, c'est parce que le Venezuela a la principale réserve Attends, de non, pétrole non, non, au non. monde. Mais non, c'est pour les Miss Univers. Oui, t'es drôle.
il va se faire flasher par la commission. C'est vrai, c'est le pays qui a fourni le plus de Miss Univers. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais je crois pas que ce soit ça, même si peut-être les États-Unis ont un problème de ce côté-là. Non, c'est les 308 milliards de barils de réserve du Venezuela qui est la première réserve au monde, loin devant les réserves cumulées, attention, de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Genre, j'étais vraiment complotiste. On n'a jamais vu les Américains faire une intervention extérieure pour du pétrole. Ça n'a jamais existé, ça. Est-ce que vous connaissez le bouton off? Non, par contre, moi, je vais dire un truc, parce que je sais que toi aussi, tu apprécierais. Alors, j'ai rien contre les Marines, mais moi, j'ai quand même une préférence, c'est pour les Space Marines. On a un vrai problème éditorial dans cette matinale qui est nocturne après la pile là ici. Je veux prendre On a les pas fans de la Warhammer. dernière. Non, mais les fans de Warhammer sont une communauté très soudée. Et donc, si vous êtes fan de Warhammer, likez, partagez cette vidéo. Il y a quelque chose de pourri à Kislev. Alors là, il y a quelque chose de pourri à Kislev. Vous imaginez le spécialiste que je suis pour connaître ça. Même Pedro, c'est pas de ce que je parle. Ah, c'est Warhammer old school, avant les ordinateurs. Parce que lui, c'est Warhammer ordinateur. C'est pas vrai. Ah, monsieur puriste, je vois. Ouais. Bon, plus sérieusement, donc oui, donc je vais faire juste un petit retour sur Oui, tu as fait le salon MIF du Made in France. Exactement. Où moi, je l'étais pas, parce que cette fois-ci, je ne pouvais pas déambuler, que voilà, ce voyage, je peux anticiper le voyage. Et Pedro a fait tout le salon à MIF, a interviewé plein de gens, dont Arnaud Montebourg. Exactement. Plein de... Et j'ai une sensation assez étrange. OK, il y a énormément de joyaux français, les marques Christelle d'ailleurs dont on a fait l'interview d'une fondatrice, du moins de la patronne actuelle, qui était l'ancienne comptable, qui a repris la boîte, qui l'a sauvée, etc. Mais aussi on a la question des gens de Brandt qui relocalisent une partie de la production en France, le patron de Malango qui a décidé justement de créer ses unités de production en France et plus les produire en Chine. Donc énormément on va dire, de choses intéressantes. Mais de l'autre côté, on voit une surreprésentation des bougies parfumées, on va dire, des huiles essentielles, des savons. Alors oui, ça existe. Et Pedro n'aime pas ce qui sent bon. Non mais Non, c'est pas ça, que j'ai compris, vas-y. non mais ça existe. Mais de là à dire, alors peut-être le savon de Marseille, c'est quelque chose un peu particulier, mais pour le reste, est-ce que vraiment on peut considérer que l'excellence française se résume justement à faire des huiles essentielles, faire des savons et des bougies parfumées quand même. Oui, mais quand tu vois pour moi, c'est le problème de déséquilibre, hein. C'est-à-dire que j'aimerais que l'industrie française on ait des tablettes tactiles à montrer, qu'on ait, on va dire un certain nombre de choses et pas juste, si tu veux, des bougies parfumées où tu as 50 cents de bougies parfumées quand même. Tu vois, tu te poses la question même, est-ce que les Français ont autant de capacité de consommation de bougies parfumées? Bon, c'est sûr que on a un gros retard industriel et que 9% de production industrielle dans le total du PIB, c'est vraiment pas terrible. Et de toute façon, on le voit, nos capacités sont très réduites de manière générale et en particulier dans tout ce qui est... on a encore une des plus vieilles industries de France qui a fermé. On a Duralex qui survit de justesse par la motivation de ses salariés que tu as rencontré. Tout à fait. Alors, on a rencontré, malheureusement, il y a eu un tout petit souci technique qui fait que j'ai toutes les images, mais je n'ai pas le son. Donc, mais ce que je peux vous résumer, puisqu'on avait eu un échange très intéressant avec le patron de Duralex, ils ont vécu quand même une semaine assez De toute façon, on va y aller à Duralex. Tout à fait, oui, puisque on a convenu d'aller visiter l'usine. Ce qu'il disait, c'est que pour lui aussi, et j'ai trouvé ça très intéressant puisque notre échange, et c'est vraiment dommage qu'on l'ait perdu, a porté aussi sur la question des scopes comme avenir de l'entrepreneuriat français et sur lequel il défendait ce modèle des scopes, des skicks, etc. Forme pour laquelle aussi on a adopté avec Fréquence Populaire. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais c'est surtout il y avait un mot qui était dans toutes les bouches. Puisque en parallèle du salon du Made in France, il y a le ministre monsieur Papin, qui est allé faire un show à Roissy pour le contrôle des colis venant de Chine, en particulier de la marque Shein.
Et donc qu'ils ont ouvert, ils ont montré aux caméras, regardez, ça respecte pas les normes, etc., sans vraiment qu'on sache trop pourquoi ça respectait pas les normes. Mais ça reste secondaire. La question, c'est que moi toi, tu as suivi beaucoup les combats des douaniers. C'est super de vouloir contrôler tout, mais qui va contrôler? Parce que de montrer devant les caméras, regardez, c'est horrible, tous ces colis qui arrivent, mais ils ont supprimé tous les douaniers. Donc Ah, ils ils vont vont pas faire quoi? supprimer tous les douaniers. Non, mais presque. On salue les douaniers Voilà. qui sont en sous-effectif, euh, en particulier les intersyndicales des douanes, qui m'avaient fait l'amabilité de de recevoir qu'on avait suivi en manifestation devant Bercy, et qui nous ont expliqué leur malheur. C'est que là aussi, on a des dirigeants qui détruisent les douanes, et nous ont fait le parallèle avec les douanes allemandes. C'est super intéressant. Parce que les douanes allemandes, eux, les effectifs ne se sont pas réduits. Au contraire, ils ont cru. Ils ont maintenu leurs douanes aux frontières. C'est pour ça, quand il y a eu le Covid, ils ont fermé les frontières. Et nous, on ne pouvait pas. Et leurs douaniers assistent les entreprises allemandes dans les exportations, alors que nous, 90% des revenus d'impôt des douaniers ont été renvoyés à la DGFiP, qui n'a pas les capacités d'enquête. Ils ne font que sur papier et sur déclaratif. DGFiP qui est déjà surchargé de travail, puisque ses effectifs ont été considérablement réduits par les différents pouvoirs qui ont tourné en France depuis l'an 2000, et qui en plus se voit ajouter beaucoup de tâches des douanes, qui eux se trouvent quand même largement réduits dans leur capacité à faire les contrôles. Et donc, quand on nous promet « oh, vous en faites pas, on va contrôler », c'est une farce. 2 containers sur 1000 au port du Havre. Salut Philippe Édouard. 2 containers. Il n'est pas que responsable, c'est pas le maire qui est responsable, mais moi, il était Premier ministre quand même. Mais Il est Premier ministre. mais c'est pour ça que quand on met en parallèle donc ce salon où elle est, ce même ministre, salon du Made in France, où on est On censé a un balai mettre en derrière nous, avant. on va se faire dégager bientôt. Exactement. Au salon du Made in France, on montre l'excellence du travail français, et donc pour lequel on attendrait d'un ministre des mesures protégeant l'industrie française et protégeant justement en contrôlant les douanes. On se rend compte que on n'a plus les moyens de nos ambitions. C'est-à-dire qu'on a beau dire on va contrôler tous les colis Shein, mais si on contrôle tous les colis Shein, on ne pourra pas contrôler les colis Temu. Allez, en conclusion, alors ça apparaîtra le lendemain, le surlendemain, mais on ne pouvait pas ne pas saluer le général de Gaulle, qui nous inspire beaucoup, qui est décédé il y a 55 ans, le 9 novembre 1970. Voilà. Le grand général de Gaulle qui a sauvé d'abord l'honneur de la France, alors que d'autres trahissaient, qui a après participé avec la résistance française et les Alliés à sauver la France tout court, et puis qui a fait en sorte que la France prenne une place d'importance dans le concert des nations. Et vous trouverez, parce qu'on ne va pas le faire ici, ça va être trop long, un article que j'ai rédigé sur... Très intéressant. C'est très gentil, c'est beaucoup. Surtout, je cite De Gaulle. Alors évidemment, ça fait... Je l'ai vu cette nuit. pop sur fpop.media, qui s'intitule De Gaulle contre l'esprit d'abandon. Et en fait, je cite très largement un long discours de Gaulle, enfin un discours, et des propos qu'il a tenus à Alain Pierrefitte, et qui a écrit un livre sur les propos du général de Gaulle. Et général de Gaulle rappelle que le peuple a fibre patriote et que souvent les bourgeois sont des traîtres et qu'ils trahissent facilement les intérêts de leur pays au profit d'intérêts étrangers comme l'Allemagne ou les États-Unis. Il fait une longue liste de responsables de son époque auxquels on peut rattacher ceux de l'époque d'aujourd'hui, comme Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron est un continuateur d'Adolphe Thiers, comme Adolphe Thiers, qui a trahi face aux Prussiens par l'autre là-bas en face, l'Autrichien qui est devenu allemand. Adolphe Thiers, et puis évidemment des gens comme Jean Monnet, qui ont sacrifié les intérêts de la France à une Europe supranationale sous domination des États-Unis. Donc vous verrez une dénonciation claire et nette. Nous, on s'inscrit à Fréquence Populaire dans cet héritage-là, même si on n'est pas d'accord avec tout avec le général de Gaulle. C'est peu importe, on est avec tous ceux qui veulent défendre la France, au fait qu'elle existe, qu'elle est un pays à part entière, tant culturellement qu'historiquement que linguistiquement, mais aussi que place dans le monde, et qu'elle n'a pas à être inféodée à une puissance étrangère. Alors merci Georges, je vais devoir t'interrompre parce que au-delà du fait que j'ai l'impression qu'on essaye de nous pousser dehors, je crois qu'on est attendu à un sommet et qu'il faut qu'on commence à se préparer un peu.
Donc, merci à tous. N'oubliez pas de liker, de partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à être inscrits sur le site Fréquence Populaire, mais aussi de plus en plus nombreux sur Telegram. On a dépassé les 1000 personnes sur Telegram et donc maintenant, ça débloque des nouvelles possibilités. Continuez à vous abonner quand même. C'est exactement, continuez Sur les différentes plateformes. partagez et j'espère que ça vous plaira. On va essayer de diffuser cette vidéo assez rapidement et d'autres vidéos à venir. Donc, restez connectés justement, entre autres sur le fil Telegram pour avoir les dernières nouvelles en temps réel. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée et le soleil, je crois, s'est couché sur la mer Égée. Kalispera.